Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un débat philosophique, vraiment majeur, la querelle des universaux. Qu'est-ce qu'un genre? Une espèce? Ces concepts comme l'humanité, par exemple, est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste dans nos têtes ou dans le langage? Pour explorer ça, on s'appuie sur les travaux d'Alain de Libera. Et on va insister sur un aspect crucial, peut-être moins connu, l'influence décisive de penseurs du monde islamique médiéval. Je pense notamment à Avicenne et Averroès. On va essayer de voir comment leurs idées, venues d'ailleurs, ont vraiment nourri et complexifié ce débat qui agitait l'Europe latine. Prêt à décortiquer tout ça? Oui, tout à fait. Et c'est important de rappeler le contexte. Ce problème des universaux, bon, il vient des Grecs, via Porphyre, Boès. Au départ, en Europe, on le débattait surtout d'un point de vue logique, ontologique, qu'est-ce qui existe vraiment. Mais l'arrivée des traductions de l'arabe, notamment Avicenne et Averroès, ça a vraiment changé la donne. Ça a introduit de nouvelles dimensions, plus psychologiques, liées à la connaissance elle-même, à l'épistémologie. D'accord. Alors commençons par Avicenne. Son apport principal, c'est cette idée d'essence, c'est ça? Il prend l'exemple de la kabbalisté, l'essence du cheval. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Ce qui est très fort chez Avicenne, c'est sa subtilité. Il dit, attention, l'essence, si on la prend juste en elle-même, la kabbaléité en tant que kabbaléité, elle est, comment dire, radicalement indifférente. Neutre. Elle n'est pas en soi universelle, donc applicable à tous les chevaux, et elle n'est pas non plus particulière, incarnée dans ce cheval-là. Attendez. L'essence elle-même, elle serait ni générale ni spécifique. C'est un peu étrange, non? C'est ça. Elle n'est ni dans l'intellect abstrait, ni dans les choses concrètes. L'universalité ou la particularité, ça lui advient un peu comme des accidents, selon qu'on la pense dans notre esprit ou qu'on la trouve dans un individu. Ah, oui, d'accord. Donc ce n'est pas comme la forme chez Platon, qui existe séparément, Non, pas de forme séparée. ni simplement le résultat d'une abstraction à partir des chevaux qu'on voit, comme chez Aristote peut-être. C'est plus nuancé que ça. Ce n'est pas juste un produit de l'abstraction du sensible. C'est une position vraiment originale. Avicenne ajoute aussi quelque chose d'intéressant sur l'intention. Il dit que même s'il n'existait par exemple qu'un seul soleil, le concept soleil serait quand même universel. Pourquoi? Parce qu'il est pensable qu'il s'applique à plusieurs. C'est l'intention, la visée vers la pluralité qui compte. Fascinant cette idée d'intention. Bon, et Averroès alors? Lui, on le présente souvent comme un aristotélicien plus strict. Comment il se positionne par rapport à tout ça et par rapport à Avicenne aussi? Alors Averroès, oui, il revient beaucoup à Aristote. Son point clé, martelé, c'est attention, aucun universel n'est une substance. L'universel, ça n'existe pas comme une chose séparée autonome. Pour lui, l'universel, c'est fondamentalement un intelligé, une intentio intellecta. C'est quelque chose qui existe dans l'intellect, Un intelligé. C'est-à-dire? c'est-à-dire un contenu de pensée qui apparaît quand notre intellect travaille, quand il abstrait à partir des images sensibles, ce qu'il appelle les fantasmes. Donc si je suis bien, pour Averroès, pas d'idée générale de cheval qui flotterait quelque part avant qu'on y pense. C'est l'acte de penser, d'abstraire, qui le fait exister en tant qu'universel. Exactement. L'universel en tant qu'universel, c'est-à-dire abstrait, commun à plusieurs, il n'existe que dans l'âme pensante. Il critique d'ailleurs l'idée platonicienne que l'universel serait identique avant et après qu'on le saisisse par l'esprit. Il critique Platon, mais peut-être aussi Avicenne, indirectement, sur cette essence un peu flottante. Oui, il y a une forme de critique implicite. Pour Averroès, l'abstraction par l'intellect transforme ce qui est perçu. L'universel dans l'esprit n'est pas la même chose que la forme dans la matière. D'accord, c'est plus clair. Et ces idées-là, donc, qui viennent d'Avicenne, d'Averroès, comment elles sont reçues en Europe? Quel impact concret ça a eu sur les débats là-bas? De l'universel comme intelligé, ça a profondément nourri les discussions des scolastiques latins. Des gens comme Thomas d'Aquin, Duns Scotus, Guillaume d'Occam, ils sont obligés de se positionner par rapport à ça, soit pour intégrer ces idées, soit pour les critiquer, les dépasser, mais ils ne peuvent plus les ignorer. Donc ça a complexifié le débat. On n'est plus juste dans une opposition simple entre, disons, les réalistes et les nominalistes. Tout à fait, la pensée arabe a vraiment ajouté des couches de complexité, notamment sur le rôle de l'esprit, de la connaissance. Ça a forcé tout le monde à affiner ses arguments bien au-delà de cette opposition initiale. En somme, ce qu'on voit, c'est que cette fameuse querelle des universaux, c'est une histoire intellectuelle beaucoup plus connectée qu'on ne l'imagine souvent.
L'apport d'Avicenne et d'Averroès, ça montre bien comment des idées venues du monde arabo-musulman ont été absolument cruciales pour façonner la pensée philosophique européenne. C'est pas juste une affaire interne à l'Europe. Absolument. Et ça soulève une question, je trouve, assez intéressante pour nous aujourd'hui. À quel point notre manière habituelle de raconter l'histoire de la philosophie occidentale est incomplète, voire un peu biaisée, si elle minimise ou même ignore ces échanges fondamentaux avec le monde arabo-musulman? Est-ce qu'on ne réduit pas parfois un peu artificiellement la richesse de ces débats en les voyant comme une affaire purement intra-européenne? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir en effet sur comment on écrit l'histoire des idées. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre exploration.